Mais qui est vraiment Nick Leeson et comment a-t-il pu, à lui seul, faire tomber la plus ancienne banque d'investissement du Royaume-Uni? La réponse à cette question révèle des méandres obscurs du monde financier, où l'ambition se mêle à l'aveuglement et où une série d'événements inattendus peut déclencher une véritable tempête. Alors, vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire fascinante? Vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, plongeons-nous donc dans ce récit rempli d'intrigues, de décisions risquées et d'erreurs monumentales. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. À Watford, un quartier paisible de Londres, vivait Nick Leeson, un jeune homme doté d'une ambition insatiable. Bien que personne dans ce quartier n'aurait pu l'imaginer, il sera au cœur de l'un des plus grands séismes financiers du siècle. Ce n'était pas un coup de génie qui le propulserait sur le devant de la scène, mais plutôt une série de décisions qui conduiraient à une catastrophe financière. Sans héritage financier ni formation académique prestigieuse, Leeson a entamé sa carrière de manière humble. Ses premiers pas dans le monde des chiffres l'ont conduit chez Coutts & Co, puis chez Morgan Stanley, où il a affiné son sens des affaires. Mais c'était Barings Bank, la doyenne des institutions financières du Royaume-Uni, qui lui offrirait la plateforme pour briller ou sombrer. Barings n'était pas une banque ordinaire. Elle avait l'honneur de servir la famille royale et avait joué un rôle historique dans des transactions internationales majeures. Arrivé chez Barings en 1989, l'ascension de Leeson fut presque météorique. Ses talents indéniables en matière d'opérations et de transactions lui ont rapidement valu une reconnaissance et une promotion. En un clin d'œil, le voilà à Singapour, gérant des opérations d'une complexité vertigineuse pour la banque. Mais avec cette montée en puissance est venue une liberté presque sans entrave, ouvrant la porte à des opportunités, mais aussi à des risques incommensurables. En effet, Singapour, un pôle financier majeur, est devenu son terrain de jeu. Ici, Leeson a alors non seulement renforcé sa position, mais s'est également vite affirmé comme un acteur majeur au sein de la division de Barings Bank dans la région. Ses compétences en trading étaient indéniables, et il a commencé à réaliser des profits significatifs pour la banque. Son succès n'était pas passé inaperçu. Dans le monde impitoyable de la finance, où les chiffres parlent plus fort que les mots, Leeson s'est rapidement fait un nom. En interne, ses collègues et supérieurs ont pris note de ses réalisations, lui conférant le surnom non officiel de Golden Boy de Barings à Singapour. Ce titre, bien que non officiel, témoignait de la manière dont il était perçu, comme un jeune talent montant, capable de manœuvrer habilement sur les marchés complexes et volatiles. Ses décisions étaient suivies, ses méthodes analysées, et ses résultats, bien qu'exceptionnels, étaient considérés par beaucoup comme la norme pour Leeson. Ainsi, à mesure que sa renommée grandissait, les responsabilités confiées à Leeson s'intensifiaient. Bientôt, on lui attribua un rôle encore plus central, la responsabilité des opérations sur le marché des futurs à la bourse de Singapour, plus connue sous le nom de CIMEX. Cette nomination ne faisait que renforcer sa position au sein de la banque et montrer à quel point sa hiérarchie lui faisait confiance. Cependant, ce nouveau poste présentait des défis uniques. Traditionnellement, les rôles au sein des institutions financières sont clairement définis. Le front office, qui traite directement avec les clients et effectue les transactions, et le back office, qui contrôle et vérifie ces transactions, s'assurant qu'elles sont conformes aux réglementations et aux directives internes. Chez Barings à Singapour, ces frontières sont devenues floues, surtout pour Leeson. Il se trouvait dans une position où il gérait à la fois le front et le back office, créant un conflit d'intérêts manifeste. C'est dans ce contexte que le fameux compte au 5-8 a été créé. Conçu initialement comme un compte d'erreur pour traiter les transactions mineures qui ne passaient pas correctement, il est devenu, sous la houlette de Leeson, un outil pour masquer des pertes de trading de plus en plus importantes, atteignant des centaines de millions. Mais alors que les pertes se creusaient, plutôt que de sonner l'alarme, Leeson a pris la voie inverse. Au tout début de 1995, pour essayer de rattraper ces pertes déjà énormes, il parie sur la hausse des marchés boursiers asiatiques et achète des dérivés à fort effet de levier. Son approche était claire, jouer gros pour gagner gros. Avec le bénéfice du recul, on pourrait arguer que c'était un acte de désespoir, une tentative risquée de rattraper ceux qui avaient été perdus. Cependant, le 17 janvier 1995, le tremblement de terre de Kobe survient, provoquant la baisse brutale des marchés. Leeson, porté par un mélange d'optimisme, de pression et peut-être même d'arrogance, tente alors de compenser ses pertes en augmentant ses positions à la hausse, espérant provoquer un retournement rapide du Nikkei 225, principal indice boursier des 225 plus grandes sociétés cotées à la bourse de Tokyo. Malheureusement,
Le marché continue sa chute et Leeson se trouve contraint d'emprunter de plus en plus de liquidités pour couvrir ses positions. La spirale descendante s'accélère, jusqu'à creuser une perte cumulée de 860 millions de livres sterling, soit 2 fois le capital de Barings, causant la banqueroute de la vénérable institution financière. Face à l'ampleur catastrophique des pertes et à l'effondrement imminent de Barings, Nick Leeson réalise que la situation est devenue insoutenable. Le 23 février 1995, dans un dernier acte de désespoir, il décide, accompagné de sa femme, de prendre la fuite. Leur plan ? Rejoindre la Grande-Bretagne. Ils embarquent sur un vol en direction de Francfort, transitant par Kuala Lumpur, en Malaisie. Cependant, à leur arrivée en Allemagne, Leeson est rapidement identifié par les agents de douane. Sa tentative d'évasion échoue. Le 2 mars, il est donc extradé vers Singapour, mettant ainsi fin à une traque qui avait captivé l'attention du monde financier. La capture de Leeson à Francfort n'a pas seulement marqué la fin de sa fuite. Elle a également ouvert la porte à un procès retentissant qui a capturé l'imagination du public et a dominé les gros titres des médias du monde entier. La saga du Golden Boy, devenu le paria de la finance, était d'une ampleur inédite, et chaque rebondissement était scrupuleusement couvert par les journalistes, avides de chaque détail. Ainsi, à Singapour aussi, là où se déroulait le procès, l'intérêt pour l'affaire Leeson était à son comble. Les retombées médiatiques étaient énormes. Les audiences dévoilaient chaque jour de nouvelles facettes des agissements de l'accusé et des failles institutionnelles ayant facilité sa fraude. Plus qu'un simple dossier judiciaire, cette affaire offrait une incursion édifiante dans les zones d'ombre du secteur financier. Finalement, après des semaines d'audience et de délibération, la justice singapourienne a accusé Leeson de fraude et de faux en écriture. Le verdict est tombé le 2 décembre. Nick Leeson, l'homme qui avait réussi à faire tomber une banque bicentenaire avec ses seules manœuvres, a été condamné à 6 ans et demi de prison et à une amende de 70 000 livres sterling. Toutefois, après quelques années derrière les barreaux, un tournant inattendu a eu lieu dans sa vie. En 1999, il est libéré de manière anticipée pour raison de santé. On découvrait alors qu'il était atteint d'un cancer du côlon. Néanmoins, suite à sa libération, et après avoir bravement combattu la maladie, il parvient à se rétablir. Une fois remis sur pied, Nick Leeson a choisi de prendre un chemin différent, cherchant à se racheter aux yeux du monde. Plutôt que de fuir la lumière des projecteurs, il s'est tourné vers le circuit des conférences, devenant rapidement un orateur recherché. Sa perspective unique en tant qu'initié des failles du système financier a fait de lui un conférencier précieux sur la gestion des risques. Au fil du temps, Leeson a partagé ses expériences, les erreurs commises et les leçons qu'il en a tirées, dans le but d'inciter l'industrie à renforcer ses mécanismes de contrôle et de prévenir de futures catastrophes. Le parcours de rédemption de Leeson a ensuite été salué par certains comme une tentative sincère de réparer ses erreurs, tandis que d'autres sont restés sceptiques, se demandant si sa démarche n'était pas guidée par des motivations financières. Quoi qu'il en soit, l'intérêt du public pour son histoire ne s'est jamais démenti. Dans cette optique, il est logique et même attendu que Leeson ait voulu mettre sa propre voix au récit en racontant son histoire avec ses mémoires Rogue Trader. Publié en 1996, pendant qu'il était encore en prison, ce livre n'est pas simplement un exposé des événements, mais une plongée profonde et introspective dans l'esprit de l'homme derrière l'une des plus grandes fraudes financières du XXe siècle. Il explore les pressions, les tentations et le climat d'époque qui ont conduit à ses actions, tout en dévoilant les conséquences personnelles et professionnelles qu'il a subies. C'est un témoignage sincère, mettant en avant les mécanismes intérieurs, les erreurs flagrantes et les décisions impulsives qui ont façonné ce chapitre tumultueux de sa vie et, par extension, de l'histoire financière mondiale. Le parcours fascinant de Leeson a également attiré l'attention d'Hollywood. En effet, en 1999, Rogue Trader a été adapté en un film du même nom, avec l'acteur renommé Ewan McGregor incarnant Nick Leeson. Le film retrace ainsi l'ascension fulgurante et la chute spectaculaire de Leeson, tout en mettant en lumière les défaillances systémiques qui ont permis une telle fraude de se produire. Cette adaptation cinématographique, tout comme le livre, sert de rappel poignant des dangers de la démesure financière et des conséquences d'une surveillance insuffisante dans le monde de la finance. Le destin de Leeson est devenu une leçon pour l'industrie, un témoignage des risques inhérents lorsque l'ambition est laissée sans contrôle. En conclusion, l'histoire de Nick Leeson et de la banque Barings est un chapitre marquant dans l'histoire financière contemporaine. Elle met en exergue les vulnérabilités et les points de rupture d'un système qui peut être manipulé par un individu déterminé et audacieux. Le parcours de Leeson, de son ascension à sa chute et finalement à sa quête de rédemption, est une illustration frappante de la complexité des marchés financiers
et de l'impact d'une seule personne au sein de ces structures gigantesques. Que ce soit à travers ses mémoires ou le film qui a suivi, l'épopée de Leeson reste gravée comme un avertissement et un reflet des aléas du monde financier.